Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais te laisser la parole et te laisser te présenter à nos interlocuteurs. Alors, j'aime pas tellement parler de moi, mais forcément, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens qui prétendent nous enseigner. Moi, chaque fois que je rencontre un enseignant, j'aime bien savoir d'où il vient. Donc, moi, je suis vétérinaire depuis 48 ans. Oui, c'est ça. Et ça fait 48 ans que j'ai commencé, mais oui, 49 ans que j'ai commencé mes études vétérinaires. Je suis officiellement à la retraite, mais je continue à aider mes jeunes collègues à la clinique et à y aller dès qu'ils me le demandent bien volontiers parce que j'adore trop ça. Donc j'ai commencé par faire de l'enseignement et de la recherche parce que j'ai eu des soucis de santé pendant mes études et le chirurgien qui m'a opéré d'une hernie discale paralysante m'avait dit tu seras jamais vétérinaire, surtout qu'à l'époque vétérinaire c'était surtout la rurale, la médecine des gros animaux. Et puis, donc, je suis resté 2 ans de plus à l'école pour le plaisir d'enseigner, le plaisir de chercher et d'apprendre, encore apprendre, parce que dans la vie, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est d'apprendre. Et il y a une phrase de Françoise Giroud, qui est une journaliste qui est décédée depuis longtemps, mais que j'aimais beaucoup, et qui a été ministre de la Condition féminine sous Giscard d'Estaing. Donc, c'est pas d'hier, hein, je parle des vieux, des vieux dinosaures. Et Françoise Giroud était une intellectuelle qui disait que dans la vie, ce qui est important, c'était d'apprendre. Une fois qu'on avait compris ce qu'on avait appris, ce qui n'est pas toujours évident, donc il fallait comprendre ce qu'on avait appris. Et une fois qu'on avait compris, il fallait transmettre. On n'avait pas le droit de garder pour soi la moindre connaissance. Et ça, c'est le fil conducteur de toute ma façon de travailler. Donc, je suis resté 2 ans à l'école vétérinaire de plus. Ça m'a permis de connaître mon épouse qui était plus jeune que moi. Donc, on s'est connus à l'école vétérinaire et on est parti travailler ensemble. On a commencé par de la rurale. À l'époque, la médecine rurale de montagne, c'était ça. Donc, on s'est installé, on s'est pas installé, on a travaillé chez des vétérinaires qui avaient une très très bonne réputation et en vaches, en chevaux, en chiens, puisque on travaillait toute la journée sur les gros animaux, chevaux et vaches. Et le soir, on opérait les chiens. À partir de 9-10 heures du soir, on opérait les chiens. On faisait de la chirurgie pointue d'ailleurs et de l'orthopédie, etc. Donc ça voulait dire que à l'époque, les vétérinaires, ils étaient vraiment généralistes, ils savaient tout faire, ils savaient accoucher une vache le matin, castrer un cheval à midi, faire soigner des veaux à diarrhée l'après-midi et le soir opérer des chiens. Et je trouve que cet aspect généraliste a complètement disparu, malheureusement, et que l'hyperspécialisation en médecine vétérinaire, exactement comme en médecine humaine, est très frustrante parce que on est très très bon sur juste une petite partie. Et moi, j'espère être moyennement bon sur bien plus de choses. Pour moi, c'est plus important d'être un bon généraliste que d'être un hyper bon spécialiste. Donc, j'ai fait de la médecine rurale pendant des années avec ma femme tous les deux. Et ensuite, on s'est installé, on a créé une première clientèle avec un copain, médecine rurale, médecine chevaux, etc. Et puis, je suis passé aussi à un moment donné par l'agroalimentaire parce que je m'étais passionné pour la qualité du lait. Donc, je suis devenu directeur de la production de la plus grosse coopérative de lait française, où j'ai appris beaucoup de choses sur la qualité du lait. Et en plus, les machines à traire, enfin, j'étais vraiment dans le monde rural jusqu'au cou. Et puis, j'ai compris que l'entreprise, c'était pas du tout fait pour moi, que je comprenais pas du tout la hiérarchie, je comprenais pas du tout comment il fallait faire pour discuter avec le directeur, le sous-directeur, etc. C'était pas du tout mon truc. Donc, je suis parti de ce poste et j'ai accepté, à la demande de son directeur, de venir en consultant. Donc, je suis resté consultant pendant 10 ans dans cette entreprise, tout en reprenant une clientèle avec mon épouse et on a créé cette clientèle au bout du lac d'Annecy, donc où on fait tout. On fait tout ce qui se présente. Alors, bien sûr, il y a beaucoup moins de vaches laitières qu'avant, il y a beaucoup moins de paysans qu'avant, mais donc on a fait les chevaux, on a fait les vaches. Et puis, petit à petit, ce qui m'a fait venir à la phytothérapie, je faisais de l'homéopathie, je ne dis pas que je suis homéopathe, je faisais de l'homéopathie, mais c'est qu'on s'est mis à soigner des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, les reptiles, les oiseaux, les rongeurs, etc. Et les furets, beaucoup de furets aussi. Et c'est là que je me suis aperçu que la médecine chimique était terrible pour ces animaux-là, proches de la faune sauvage, et, et souvent mal, pas à leur place dans des vivariums ou dans des cages, évidemment. Et donc, c'est là que je me suis dit, je ne peux pas continuer à tuer chimiquement des animaux qui viennent pour se faire soigner, parce que tu fais de la cortisone
un reptile, ben hop, le reptile il dégage. Tu fais des antibiotiques à un lapin qui a une flore intestinale hypersensible. Un lapin, c'est une flore sur quatre pattes, hein, c'est un microbiote sur quatre pattes. Et donc, tu tues le lapin. Les rongeurs, en général, c'est comme ça. Et donc, voilà, je suis venu à la phytothérapie et j'ai fait de l'ostéopathie, de la phytothérapie et tout ce qui va avec, de l'acupuncture. Et en fait, j'ai jamais arrêté de travailler et de me former. Et donc, maintenant, on a monté une clientèle, comment dire, à orientation très naturopathique, mais on fait de la médecine intégrative, donc on va en reparler après. Voilà, et donc j'ai vraiment une vie exactement comme j'aurais aimé l'avoir. Donc, si c'était à refaire, je referais la même chose, en mieux forcément, avec plus de connaissances. Bah, en tout cas, c'est extraordinaire. C'est un parcours vraiment extraordinaire. Alors, tu as aussi sorti ce guide. Oui, D'accord, que je pense que oui, la plupart de ceux qui font de la naturopathie, même humaine, parce qu'il y en a qui font les deux, euh, connaissent ton guide. Moi, comme je te disais juste avant qu'on démarre, ça a été le déclic pour ma reconversion en hum, tout cas. Et je pense que nous sommes nombreux à te remercier. Alors, par rapport à ton parcours, donc tu t'installes à Annecy et donc aujourd'hui vous avez, enfin depuis longtemps, la yourte, donc oui, qui est la clinique vétérinaire qui a cette forme-là d'ailleurs. oui. Que j'ai pu voir en passant devant. Euh, ma première question, c'est ta définition pour que bah, tous ceux qui nous regardent parce qu'on entend beaucoup de choses autour des médecines dites conventionnelles, la médecine classique vétérinaire. Donc, ce que je voudrais te demander, c'est ta définition par rapport à ces médecines-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une médecine euh, vétérinaire classique et par rapport à une médecine holistique? Alors, ce que j'ai oublié de signaler dans mon parcours, c'est que j'ai eu la chance, dès l'école vétérinaire, d'avoir eu des professeurs branchés homéopathie. Ça paraît incroyable que dans une école, un institut universitaire, on te parle d'homéopathie. Maintenant, c'est devenu la chasse aux sorcières. Et la première phrase du premier cours que j'ai eu à l'école vétérinaire, à l'ancienne école sur les quais de Saône à Lyon, et dans cet amphithéâtre de pharmacie, le professeur de pharmacie, qui était le professeur Lorgue, un pharmacologue mondialement connu, qui est un type extraordinaire, et j'étais le délégué de la promotion d'ailleurs en pharmacie, parce que dans chaque matière, il y avait un délégué, et c'est lui qui allait se faire engueuler par le prof quand on faisait des conneries. Bon, et le professeur Lorgue nous a dit, messieurs, mesdames, parce que c'était la première promotion où il y avait quelques femmes à l'école véto, ça a bien changé depuis, et il y avait dans ma promotion 5 filles, et dans la promotion de Flo, de ma femme, il y avait 12 filles. Enfin bref. Et Lorgue nous dit, le professeur Lorgue nous dit, il n'y a pas que la chimie dans la vie d'un vétérinaire, il y a aussi l'homéopathie. Deuxième phrase, sachez que tout médicament est un toxique. Donc une fois qu'on entend ça, on se dit, oula, il y a autre chose que la chimie. Et troisième phrase, il reprenait une phrase dite par Paracels et puis par Claude Bernard plus tard, c'est la dose qui fait le poison. Donc, quand on entend ça, on se dit, OK, moi, je suis venu là pour faire de la chimie, de la pharmacie, de la médecine, de la chirurgie, et il nous parle déjà d'homéopathie. Et la deuxième chose qui était géniale à l'école, c'est que le professeur de chirurgie lui-même entourait toutes ses opérations avant et après de traitements homéopathiques. Donc, quand on voit ça, deux grands bonhommes de la médecine vétérinaire qui nous disent la même chose, parce que l'homéopathie, donc l'homéopathie, ça se discute même pas, c'est une vraie médecine. Donc, on a suivi des cours d'homéopathie et l'école lyonnaise d'homéopathie faisait ses cours. Ils n'avaient pas de salle dans Lyon, donc ils faisaient ses cours dans l'amphithéâtre d'honneur de l'école vétérinaire. C'était une chance inouïe. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé les médecines non conventionnelles très tôt, mais ensuite, la médecine classique, c'est la médecine chimie. On ne se posait pas de questions, il fallait soigner le plus vite possible, que la vache soit debout le plus vite possible et, si possible, avec pas trop de résidus. Mais on avait le garage de la clinique vétérinaire où on était, c'était comment dire, des tonnes de médicaments chimiques. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup de chimie. Mais déjà, dès nos premiers cas, on faisait de l'homéopathie le plus possible pour éviter justement ces résidus dans le lait ou dans la viande.
puisque on était dans une zone de fromage, zone reblochon et tome, donc pour fabriquer le fromage, s'il y a moins de traces antibiotiques dans le lait, c'est pas possible. Donc on a commencé à faire de l'homéopathie comme ça. Ensuite, j'ai fait de la médecine classique, c'est-à-dire antibiotiques, anti-inflammatoires, beaucoup de chirurgie aussi. On ne peut pas faire de la chirurgie si on ne fait pas de l'allopathie. Et puis, petit à petit, j'ai fait de la phytothérapie. Ma femme a repris l'homéopathie de façon très solide, parce qu'elle a resuivi des cours, elle a refait une école d'homéopathie en Belgique, une école d'homéopathie au Québec, en distanciel, parce que les seuls homéopathes qui restent dans le monde, c'est les Québécois, les Anglais encore un tout petit peu, puis les Belges, mais en France, c'est fini, c'est mort. Et, et c'est ce qu'on appelle maintenant les médecines intégratives, c'est-à-dire qu'on ne les met pas en opposition. Moi, par exemple, si je perds un chien, bien sûr que j'utilise l'allopathie, puisque pour l'endormir, j'ai besoin de drogues qui endorment, mais j'ai préparé mon opération avant avec l'homéopathie. Pendant, si j'ai besoin de traitement anti-hémorragique, j'utilise beaucoup les produits de la ruche, par exemple. Et puis après, j'utilise de l'homéopathie de nouveau et puis des produits anti-choc. Et en particulier, il y a 2, 3 produits en phytothérapie pour les protéines du choc. Et puis ensuite, on fait un traitement antibiotique. Si on a opéré un chien infectieux, bien sûr qu'on fait un traitement antibiotique. Mais le traitement antibiotique, on le fait, allez, court, 5, 6, 8 jours, donc on n'est pas du tout dans les protocoles habituels, parce que derrière, on a la phytothérapie et surtout, on a l'aromathérapie. Donc, on intègre tout ce qu'on sait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas l'homéopathie d'un côté, la naturopathie de l'autre, l'acupuncture de l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un animal malade en face de nous. Il faut faire un bon examen clinique, ce qu'on a beaucoup oublié. Enfin, je ne vais pas critiquer, mais franchement, les examens cliniques sont très rudimentaires. On fait des examens complémentaires. Alors ça marche, les examens complémentaires, radio, scanner, analyse, etc. On fait des examens complémentaires s'ils sont justifiés, si on en a besoin. Parce que les gars qui ont fait, les vétos qui ont fait de la médecine rurale avant, ils avaient que leurs mains, leurs oreilles, leur nez et leurs yeux. Ils avaient que ça. Et un thermomètre et un stéthoscope comme instrument. Et débrouille-toi avec ça. Et donc les examens complémentaires qui sont devenus une pléthore, j'allais dire un mot un peu fort, un peu scandaleuse, mais en médecine humaine, c'est encore pire. Les médecins le reconnaissent eux-mêmes, qu'ils font des échographies, des scanners pour un oui, pour un non. Et une fois qu'on a fait ces examens complémentaires, ça nous permet de faire un diagnostic. Là, on est toujours dans la médecine classique, hein, on est toujours dans l'approche classique. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait son diagnostic, ce qui est le plus dur à faire, à mon avis, un diagnostic précis qui tient debout, justifié, argumenté, on fait un pronostic, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, à mon avis, votre chien, il va s'en sortir en 8 jours, en un mois, ou il va pas s'en sortir, ou on va l'accompagner parce que c'est très grave ce qu'il a. Enfin bref, le pronostic, c'est ce qu'il y a le plus dur à annoncer, et c'est ce qu'il y a le plus dur à prédire. On n'est pas des devins, mais ça nous permet de dire, bon, ben, en fonction de cette pathologie, et c'est là qu'il faut qu'on fasse marcher toute sa mémoire et toute son expérience, et ensuite, on sort une thérapeutique. Et la thérapeutique, finalement, c'est qu'une petite partie de toute la démarche. Et la thérapeutique, ben, c'est là où on sort la phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, etc., l'aromathérapie. On confond un petit peu la thérapie en disant ben moi je fais de l'aromathérapie. Oui, d'accord, mais comment tu fais ton diagnostic, comment tu fais ton examen clinique? L'aromathérapie, ce n'est qu'une thérapie. Il ne faut pas en faire une religion ni une chapelle. Et je trouve qu'il y a trop de chapelles. Et en fait, on s'aperçoit que la médecine intégrative, c'est ça. On intègre tout ce qu'on sait en chimie, tout ce qu'on sait en homéopathie, tout ce qu'on sait en acupuncture, etc. Donc, c'est une médecine très exigeante parce qu'elle exige énormément de connaissances. Et moi, quand je vois des jeunes, on a plein de stagiaires qui viennent chez nous pour essayer d'apprendre autrement et de réfléchir autrement. Eh bien, je leur dis, mais ça prend énormément de temps. Et vous allez être bon dans 20 ou 30 ans, pas avant. Et encore, si tout se passe bien. Donc, on ne peut pas se dire du jour au lendemain, ah ben moi, je fais de la médecine intégrative. Ben non, tu sors de l'école, tu connais un tout petit peu de chimie et tu n'as jamais touché un animal. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ce que je veux dire, c'est que on oublie trop souvent que ce ne sont que des thérapies et que la démarche intellectuelle, la démarche médicale, la démarche observationnelle, les signes cliniques, j'ai oublié de parler de l'anamnèse, discuter avec la personne, avec le maître, avec le malade si on peut, parce que en fait, par exemple, moi j'utilise beaucoup la médecine chinoise pour faire mon diagnostic.
Et donc, dans la médecine chinoise, il y a les poux chinois. C'est un examen exceptionnel, les poux chinois. Mais c'est pareil, on écoute l'animal avec les mains. Là, et l'ostéopathie, c'est pareil. On écoute l'animal avec les mains. Donc, écoutez l'animal, écoutez le propriétaire, le maître. Euh, Savoir écouter, ça a l'air d'être assez compliqué, hein. Même les médecins, maintenant, ils nous écoutent plus. Ils nous regardent 5 minutes et puis hop, c'est. Ouais, c'est ça, c'est une question de, effectivement, aujourd'hui de temps. Ouais, C'est vrai oui, que oui. soit en humain ou en vétérinaire, très souvent, cette C'est- partie-là dont tu parles, l'anamnèse, souvent, elle est un petit peu quand même ouais. négligée Ah, elle est et qui est complètement. si importante pour poser un diagnostic par la Bien suite, sûr. effectivement. Parce que ce qu'il faut jamais oublier, et à mon avis, c'est ça qu'on ne sait pas faire en médecine classique, c'est qu'il faut individualiser le malade. On Mm. fait exactement le contraire en médecine classique. On fait passer tout le monde par la même porte. On met tout le temps les mêmes cases. C'est-à-dire que la médecine, moi, ce qui me plaît, ce qui est à la fois ce que j'ai appris avec l'homéopathie, c'est l'individualisation du cas. C'est-à-dire que dans une meute de chiens, toi qui es éleveuse, tu dois le savoir, dans une meute de chiens, dans une portée de chiots, tu as une pathologie, et ben, par exemple, tu as une gastroentérite qui se déclenche dans une portée de chiots, et ben, tu auras un chiot qui aura besoin de tel traitement, et le chiot d'à côté, qui est pourtant la même mère, qui a le même génome, qui a le même milieu de vie, la même alimentation, et ben ça ne sera pas le même médicament. Et ça, c'est très difficile à faire rentrer dans la tête d'un allopathe que Mm. tout le monde ne passe pas par les mêmes traitements. Et l'individualisation du cas, c'est ce qu'on fait en homéopathie. Moi, c'est ce que l'homéopathie m'a appris. Moi, je ne suis pas un bon homéopathe, c'est Flo qui est la meilleure homéopathe de très loin, elle est très très pointue en homéopathie, mais par contre, ça prend du temps. Et pour individualiser le cas, il faut bien sûr interroger le propriétaire, interroger le chien, dire tiens, qu'est-ce qu'il a comme réaction, qu'est-ce qu'il a comme passé, qu'est-ce qu'il a eu comme pathologie avant. En plus, nous, on a les spécificités de race avec les chiens, avec les vaches, c'est pareil, individualiser une vache, qui connaît le mieux cette vache que son propriétaire qui la soigne tous les jours, qui la traite tous les jours. Et moi, ce qui m'avait frappé quand je faisais de la médecine rurale, c'est de voir à quel point les vaches d'un troupeau pouvaient être différentes. Et les chèvres, c'est pareil. Les chèvres, c'est des animaux exceptionnels, qui ont un contact exceptionnel, mais on avait pris l'habitude en homéopathie de traiter sur une pathologie de groupe, de traiter avec le même médicament pour toutes les chèvres. Oui, de considérer le troupeau de chèvres comme une entité organique, mais en fait, on s'apercevait que dans ce troupeau de chèvres, eh ben, le traitement homéopathique marchait sur certaines et pas sur d'autres. Et donc, il Mm. fallait réindividualiser. Et ce qui est très frappant, ça, les citadins ne le comprennent pas. Enfin, avec le salon de l'agriculture en ce moment, ils vont peut-être un peu en entendre parler, mais il n'y a pas deux vaches identiques, il n'y a pas deux chèvres identiques, il n'y a pas deux chiens identiques dans une meute et dans un troupeau. Et c'est ça qui est difficile et c'est ça qui prend du temps. Une consultation chez nous, la première consultation, c'est 1 heure minimum. Donc aujourd'hui, si je résume, si je reprends un petit peu en reformulant ce que tu viens de nous expliquer, c'est que c'est important de considérer chaque animal comme un cas étant un cas, et on ne peut pas mettre en place le même protocole pour un troupeau ou pour un ensemble d'individus de la même espèce pour traiter, même si c'est la même pathologie. Et oui, et ça, c'est exactement ce qui est le plus difficile à faire, mais ce qui est le plus intéressant. Et c'est tellement comment une démarche différente de la médecine classique que franchement, c'est pas pour faire les malins, mais il y a un client sur deux qui nous dit vous pouvez pas nous soigner comme mon chien. Et ils estiment que leur chien est mieux soigné que par eux, leur propre médecin, parce qu'ils passent dans les fourches codines de la médecine actuelle où on vous garde 5 minutes et on vous envoie tout de suite faire des examens complémentaires et on ne vous parle pas. Le côté humain, c'est pour ça que la téléconsultation, c'est une insulte à la médecine pour moi. Faire de la téléconsultation, à part pouvoir discuter avec les gens, mais faire une téléconsultation de médecine en 10 minutes, c'est effrayant, effrayant de voir ça. J'ai refusé d'ailleurs la téléconsultation vétérinaire parce que nous aussi, on nous propose ça. Enfin D'accord, je voilà, savais donc pas du tout. ouais, ouais, la téléconsultation, pour moi, c'est si je touche pas l'animal, si je discute pas avec lui avec mes mains, si je regarde pas les muqueuses, je le palpe de partout, etc. Ce que ne font plus les médecins classiques. À part, moi, j'ai la chance d'avoir une médecin que j'ai connue au DIU de phytothérapie à l'université de Lyon, et donc cette médecin, elle me garde chaque fois. C'est pas parce que c'est moi et qu'on s'entend bien. Elle me garde entre 3 quarts d'heure et 1 heure, exactement ce qu'on devrait faire.
Mais Mm. actuellement, c'est tellement, il faut aller vite et il faut faire du business, il faut faire du chiffre, etc., que c'est effrayant. Mm. Effrayant. Effectivement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au simple naturopathe animalier, puisque nous Ouais. ne sommes pas vétérinaires, et l'importance de travailler justement en complémentarité, puisque Mm. il y a des vétérinaires qui se sont formés également à, d'autres approches, des Mm. approches naturelles, mais nous avons aussi quand même pour la majorité des purs vétérinaires. Et si je reprends un petit peu ce que tu nous dis, nous n'avons pas à poser de diagnostic, Mm. à palper l'animal, à l'ausculter. Euh, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus et surtout la confirmation que pour nous, simples naturaux, l'importance de travailler vraiment en complémentarité avec les vétérinaires et surtout sur diagnostic. Mm. Alors ça, c'est très important ce que tu es en train de dire parce que c'est un aspect réglementaire et même législatif. C'est-à-dire que l'exercice illégal de la médecine vétérinaire est très lourdement sanctionné. Donc il Mm, faut bien que dans les écoles de naturopathie animale, on explique ça. C'est comme ça. On passe un diplôme, on passe un doctorat, etc. Donc les vétérinaires sont assez jaloux de leurs prérogatives par rapport à ça. C'est comme les médecins en médecine humaine avec les naturopathes. Mais je pense qu'il y a une place pour les naturopathes animaux dans la mesure où ils travaillent en complément de vétérinaires ou en accord. Alors ça va être compliqué d'avoir un accord avec des vétérinaires qui sont très très jaloux de leur science, mm, surtout quand ils font beaucoup beaucoup d'allopathie, ils ont un peu de mal avec la naturopathie en disant c'est une médecine de bonne femme. Moi je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Mes confrères d'Annecy m'appellent le druide et moi pour moi c'est un compliment quand on me dit que je suis un druide, tant mieux, parce que la médecine druidique malheureusement est éteinte parce qu'ils ont ces imbéciles de druides, ils ont rien écrit. La médecine chinoise, ça fait mm, 6000 ans qu'on a des écrits et les druides, ça fait simplement allez 1000 ans et ils ont rien écrit. En 1500 ans, ils ont rien écrit. Enfin bref, mm. tout ça pour dire que c'est un peu compliqué de se situer pour un naturopathe par rapport aux médecins déjà et par rapport aux vétos, pareil. Donc, il faut que le diagnostic soit déjà fait et Mm. les gens vont spontanément venir chez vous lorsque le traitement, le traitement chimique sera terminé sur une pathologie aiguë ou lorsque le traitement chimique finit par ne pas marcher du tout sur une pathologie chronique. Et je pense que là où l'allopathie ne se discute pas, c'est sur les pathologies très aiguës. Par exemple, moi, si j'ai une insuffisance rénale aiguë, évidemment, que je vais faire une perfusion, que je ne vais pas faire de l'orthosiphon tout de suite. Enfin, j'en fais tout de Mm. suite, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on hospitalise le chien, on fait les analyses pour évaluer un petit peu la façon dont le traitement marche. Tous les jours, on fait un dosage d'urée, de créatinine et de SDM, SDMH, et en fonction de ça, on se dit, bon, bah, le traitement marche, le traitement marche pas, mais on fait des perfusions, évidemment. Mais on fait de la phytothérapie en même temps. Mais Oui. lorsqu'une insuffisance rénale, le chien s'en sort, qui sort de la clinique avec un traitement ben, en chimie, il n'y a pas grand-chose, et ben c'est là qu'on a vraiment toute la place pour faire des traitements dits naturels. J'aime pas Mm. le mot de médecine naturelle parce que quelquefois elle n'est pas si naturelle que ça. J'aime pas non plus le traitement de médecine douce parce qu'elle n'est pas douce du tout. Moi j'ai tué des vaches à l'homéopathie, je pourrais vous raconter. Quand je commençais Mm. l'homéopathie où je faisais pas la bonne dilution, j'ai mis des vaches Mm. par terre, des vaches de 500 kilos avec une dose d'homéopathie. Donc quand on me dit si l'homéopathie fait pas de bien, ça fait pas de mal, ben si elle est mal prescrite, ça peut faire du mal, ça peut faire des grosses aggravations. Donc, la difficulté pour un naturopathe, c'est de se situer par rapport au soignant officiel qu'est le veto. Et Mm. ça, c'est compliqué. Et parce que les vétos vont pas vous envoyer de clients. A priori, ils n'enverront pas de clients. Alors, c'est sûr. Alors, c'est vrai que nous, logiquement, on aurait voulu avoir euh, les consultants en amont, en prévention, puisque c'est ça, la naturopathie, finalement, c'est plus la prévention que derrière venir en complément, en curatif. Mais Ouais, c'est vrai que par rapport à l'expérience que j'ai, très souvent, les vétérinaires, ils s'ouvrent à ça parce qu'ils arrivent en fin de traitement lors d'une maladie chronique mm, mm, et eux-mêmes, ils vont dire, nous, on ne peut plus rien faire. c'est ça. Donc, si vous connaissez un naturopathe qui peut faire quelque chose, et très souvent, moi, je leur envoie les protocoles pour leur expliquer parce qu'ils ne sont pas formés. Euh,
ça se passe généralement bien parce que justement, ils sont arrivés à la fin de la fin. Donc, ils disent, bah, Hum, écoutez, nous, on peut plus rien faire. hum, Aujourd'hui, on est conscient que effectivement, les plantes, ça peut apporter des choses, mais nous, on n'a pas été formés à ça. hum. Donc, allez-y. Euh, mais c'est vrai que ça arrive tout à la fin. On n'est pas encore vraiment Ouais. en complémentarité, quoi. Mais en tout Oui, cas, pour nous, c'est important quand même de travailler sur le diagnostic parce que, comme tu dis, sinon, c'est de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. ouais. Et là, c'est l'ordre des vétérinaires veille au grain parce que justement, ils considèrent tellement mal ces médecines qu'ils appellent même parallèles. Alors, ce qui est Oui. idiot, parce que les parallèles, par définition, ne se rencontrent jamais. Alors que moi, je prêche exactement le contraire, la médecine intégrative. Mais tu as dit quelque chose de très important au début de ta question, c'est que je pense que parce que si tu soignes que des animaux en fin de parcours, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, c'est quand même frustrant parce que ça va être difficile de les sortir après des mois de Mm. chimie. Ou par exemple sur une maladie très grave, dégénérative ou un cancer, ça va être difficile de passer derrière. Par contre, il y a tout l'aspect préventif dont la médecine classique s'occupe très très peu, que ça soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, c'est pareil. À part la prévention par les vaccins, prévention par les antiparasitaires. Là, on peut en parler des antiparasitaires, de la catastrophe écologique que Mm. c'est, parce que notre démarche, on a créé avec ma femme une association qui s'appelle EcoVeto, et ça, c'est très très important de le souligner que grâce aux médecines naturelles, on essaye de faire de la médecine plus écologique. Mais il faut aussi que le bâtiment soit en cohérence avec ça et qu'on soit cohérent jusqu'à nos déplacements en voiture. Donc, c'est très compliqué d'être cohérent, mais bon, on essaye de l'être. On tend vers ça, c'est déjà pas mal. Pour revenir à l'histoire de prévention, je suis très frappé qu'on n'est pas bon du tout. On n'est pas formé du tout à la prévention. Et la prévention, ça commence dans la gamelle du chien. Et donc, je Mm. pense que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et comme derrière la gamelle du chien, il y a les croquettes et que les marques de croquettes sont détenues par des énormes groupes. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est que la plupart des cliniques vétérinaires en France sont rachetées par ces groupes. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des cliniques qui sont en chaîne, les chaînes de cliniques, c'est la grosse mode. Comme les pharmacies, c'est des chaînes, comme les laboratoires d'analyse, c'est des chaînes, Mm. et c'est des gros financiers qui tiennent ça. Et donc, un vétérinaire qui est dans une chaîne, qui est salarié d'une chaîne, parce qu'en fait, c'est ça, tu penses bien qu'il ne va pas dire aux gens, il ne va pas préconiser aux gens l'alimentation ménagère ou le barf. Évidemment Mm. qu'il va vendre les croquettes qu'on lui dit de vendre. Il va vendre les vaccins qu'on lui dit de vendre. Et c'est là qu'à mon avis, il y a une place à prendre, c'est de faire de la prévention en commençant par la gamelle, en Mm. commençant par l'hygiène de vie, en commençant par l'exercice. Voilà, donc il y a une place à prendre. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est effectivement d'être, comment dire, en cohérence avec la réglementation et surtout pas faire de dérives sectaires et de dire, mais moi, votre Oui. chien, je peux le soigner du cancer, votre chien a une maladie dégénérative, même pas peur, je vais vous soigner ça avec des plantes. Si on rentre Mm. là-dedans, on va casser la naturopathie animale, ça c'est clair. Oui. On devient extrémiste et Exactement. effectivement, Ouais. on devient on cultive la mauvaise réputation que l'on a Exactement. aujourd'hui, effectivement. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que il faut être très exigeant dans votre formation, être très, comment dire, rester comme disait ma grand-mère, moi, une des phrases qui a conduit toute ma vie, chacun son métier et les poules seront bien gardées. Mm. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit que tout le monde veut faire le métier de tout le monde. Euh, un Oui. plombier qui veut devenir garagiste, un mécanicien qui veut devenir naturopathe, un vétérinaire qui veut soigner des humains, un ostéopathe humain qui veut soigner des chevaux. Enfin, on voit que ça. Donc, c'est toujours l'herbe est toujours plus verte dans le pré à côté. Moi, ce qui me sidère actuellement, c'est que je vois très peu de gens très épanouis dans leur travail. Et ils ont toujours envie Oui. de faire le travail des autres. Et du coup, on ne fait pas du bon boulot. C'est Mm. comme quand moi j'ai un souci, par exemple, de plomberie, j'ai toujours un copain qui me dit ouais, mais c'est ça, etc. Je dis mais toi, tu es médecin, comment tu connais la plomberie chez moi? Et enfin, vraiment, on voit ça partout, partout. Tout le monde veut faire le Ouais. métier de clinique. Et alors, dans la C'est ça. santé, c'est pire qu'ailleurs. Dans la santé, tout le monde. Moi, je connais un monsieur euh, qui était, euh, qui était dans l'administration territoriale et il a fait une école d'acupuncture allez, en 6 stages.
et il consulte et il plante des aiguilles. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il sait de l'acupuncture? Mais pas seulement ça. C'est que l'acupuncture, comme je dis, c'est une thérapeutique. Qu'est-ce qu'il a comme formation en médecine chinoise? Et je l'ai Mm. entendu dire des trucs incroyables. J'ai une copine aussi qui était instite, qui était une très très bonne instite, mais qui en avait marre des gamins. Donc quand on est instite, si on en a marre des gamins, ça devient difficile. Elle a fait une Oui. petite école de naturopathie. euh, et quand je l'entends discuter dans les réunions, parce qu'on a créé des groupes de médecine naturelle ici, de médecine non conventionnelle, quand je l'entends discuter, elle ressort des trucs tout faits, elle n'écoute même pas les gens. Elle leur dit, oh là là, mais il faut arrêter le lait, il faut arrêter les produits laitiers, il faut arrêter le gluten, il faut arrêter. Mais je dis, mais tout le monde n'est pas allergique. Donc elle a des principes comme ça, elle applique ça à tout le monde. Oui, Elle n'individualise pas le cas. c'est Et donc ça. elle aurait mieux fait de rester un stitch, je pense. C'est vrai. Alors, tu parles d'acupuncture, du coup, tu vas faire, enfin, ça me permet de faire ma transition. Je voulais aborder un sujet avec toi qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai découvert très récemment. Ce sont les implants d'or. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse et à quel moment on peut s'adresser à un vétérinaire qui soit formé, puisqu'il faut être vétérinaire pour pouvoir le pratiquer, Oui. c'est un acte vétérinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, cette technique des implants d'or, dite des implants d'or, est partie effectivement de ce cher Dominique Gignot, qui était le meilleur vétérinaire ostéopathe du monde. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'il a été président de l'Association mondiale vétérinaire d'ostéopathie et que c'était un génie, absolument un génie, qui, comme il avait senti sa fin arriver, alors il avait pas 60 ans quand il est décédé, a décidé, les 2 dernières années de sa vie, s'est décidé à former des vétérinaires, alors qu'il trouvait que le monde vétérinaire était tellement hostile à l'ostéopathie qu'il ne voulait plus en entendre parler. Et il nous a offert, j'ai fait partie des quelques vétérinaires qui ont eu la chance qu'il ait choisi, il a choisi ses propres élèves, c'est comme en médecine Mm. asiatique, en médecine chinoise, c'est le maître qui choisit ses élèves et c'est pas le contraire. Et donc, j'ai fait partie de la liste qu'il a convoquée. Il nous a formés, on était 2 fois 20 vétos, une vingtaine de vétos. Et Dominique Gignot déjà mettait des billes d'or sur des points d'acupuncture, sur les chevaux. Il avait retrouvé ça dans des vieux grimoires de médecine chinoise parce qu'il était au départ, avant d'être ostéopathe, il était chirurgien équin. Il opérait, c'était un très très bon chirurgien. Il s'est mis à, il s'est mis à l'ostéopathie et à l'acupuncture, mais il était très bon acupuncteur. Et donc, Dominique Ginaud m'avait donné nous avait donné quelques éléments. Moi, je l'ai vu poser des billes d'or, je l'ai vu faire des points de saignée sur des points d'acupuncture. Donc, il était très, très original. Et en même temps, il y a un vétérinaire espagnol que je vénère, qui est un type exceptionnel, qui s'appelle Francesc Minguel. Et Francesc était installé à, à côté de Barcelone, à Sabadell exactement, et faisait ça depuis des années sur les chiens. Il a mis au point sa méthode, il a mis des années, il a tâtonné comme toutes les médecines expérimentales ou empiriques. Il a tâtonné, il a repris des écrits chinois parce que les Chinois le faisaient déjà. Il a mis au point la qualité de l'or, c'est de l'or 24 carats, c'est de l'or pur. Si tu mets de l'or qui n'est pas pur ou un mélange d'or, d'argent et de nickel comme sur certains alliages, ça ne marche pas. Et Francesc, un jour, a décidé, comme Dominique Gignot, de former entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, mais des disciples. Et j'ai eu la chance d'être aussi invité à cette formation. On était 24 ou 25. Et j'ai été subjugué par ce qu'il nous a expliqué et par les résultats qu'il avait. Donc, comme d'habitude, le lendemain de cette formation qui avait lieu à Paris, j'ai appelé Francesc, je lui ai dit, bah, envoie-moi des implants d'or, parce que je ne sais pas où trouver ça. Et la technique, il suffit d'un trois quarts pour implanter l'implant d'or au plus profond de l'articulation gênée, parce que c'est surtout en rhumatologie qu'on fait ça, et sur un point d'acupuncture. Donc, j'ai été formé par Frances Mingel, et puis ensuite, je me suis lancé, tout bêtement. La difficulté, c'est de trouver le fil d'or 24 carats. C'est pas facile au début. Mhm. Finalement, dans ma clientèle, j'ai trouvé une joaillière qui me l'ait fait. Et le principe est d'injecter au plus profond, sur le méridien profond, en partant d'un point d'acupuncture, bien sûr superficiel, hein, sur la peau, parce qu'il faut connaître donc les points d'acupuncture. Et il a fait des protocoles, Francesc, et les protocoles évoluent parce on est quelques-uns quand même. En France, on doit être peut-être 10 vétos à faire ça.
Et c'est nous qui en faisons le plus parce qu'on a pris ça à bras-le-corps. Moi, quand j'ai un truc qui me plaît intellectuellement, et en plus, quand dès les premiers cas, j'ai des résultats aussi spectaculaires, bon, ben, on y va. Et donc, on en est à 700 chiens implantés à la clinique en l'espace de 8 ans. 700 chiens implantés, ça veut te dire qu'on en fait beaucoup, qu'on a beaucoup de recul. Et sur 700 chiens implantés, essentiellement en rhumatologie, après je vais te dire les indications, essentiellement sur l'arthrose, on a peut-être 5 ou 6 échecs. Donc on a des résultats à 80, plus de 90%, ça c'est sûr. Mm. Et des résultats qui sont étonnants, mais qui étonnent tout le monde, qui nous étonnent à chaque fois. Encore là, il y a 15 jours, j'ai fait des implants sur une chienne qui était très très mal en point, personne ne voulait la soigner, elle avait vu les plus grands chirurgiens, personne ne voulait l'opérer. Et cette chienne, déjà au bout de 15 jours, remarche normalement. Donc les indications, c'est tous les troubles ostéo-articulaires, surtout. Alors maintenant, on diversifie. Par exemple, on met des points sur les incontinences urinaires, sur les points vessie, etc. On commence à essayer d'autres choses. Sur les problèmes dentaires, sur les stomato-gingivites de chat aussi, on a des points dans la bouche. Mais la plupart du temps, c'est sur des problèmes locomoteurs, donc en curatif sur des arthroses déclarées, sur une spondylose, par exemple, tu as une colonne vertébrale pleine de bec de perroquet, l'animal ne peut plus bouger, personne ne peut l'opérer, personne ne peut plus rien faire, il faut qu'il souffre, qu'il finisse sa vie comme ça. Les implants d'or, il a une deuxième vie. Et selon les chiens, on a des résultats très rapides. En moyenne, le résultat apparaît en nombre de mois à l'âge du chien. Un chien de 10 ans, il mettra 10 mois à avoir le plein effet des implants. Et les implants font effet pendant 10 ans, parce que la deuxième, et on a du recul là-dessus maintenant, la deuxième indication, c'est toutes les dysplasies du coude, dysplasie de la hanche, toutes les déformations, les malformations osseuses, dont on sait qu'elles vont être très péjoratives. Et moi, j'ai vu des chiens dysplasiques où c'était prothèse totale de hanche ou euthanasie. On n'a fait ni l'un ni l'autre, évidemment, et on a essayé les implants. Et les chiens, ils ont une vie, mais tout à fait normale. J'ai je ne sais pas combien de dizaines et même de centaines de chiens dysplasiques qui ont une vie tout à fait normale. C'est une méthode qui est très peu connue, qui est très peu onéreuse, que les chirurgiens n'aiment pas parce que ça leur enlève des grosses chirurgies. Dysplasie des coudes, par exemple, la chirurgie de dysplasie des coudes, elle n'est pas encore exceptionnelle au point de vue résultat, alors qu'avec les implants, on a des résultats vraiment impressionnants. Et on peut le faire même en Oui, préopératoire. partout, j'ai vu effectivement des chiens. En plus, c'est même pas sous anesthésie générale, me Ah si, si, semble-t-il. si, si. Ah si, Tu le si, fais parce sous que, anesthésie. bien sûr, parce qu'en médecine humaine, il y a un seul médecin qui fait ça, qui est un chirurgien argentin qui a été formé par Frances, justement, et il fait ça sous anesthésie locale, parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui, alors qu'il est chirurgien au départ, mais il n'est pas anesthésiste, D'accord. donc il fait des années. Mais va faire 20 ou 30 anesthésies locales sur un chien, c'est pas possible. Et il fait un contrôle radiologique chaque fois qu'il a mis un implant pour être sûr qu'il soit au bon endroit, alors que nous, on ne le fait pas, ça on ferait 20 ou 30 radios sur un chien, c'est débile pour le chien et pour nous de prendre des rayons pour Ouais. ça. Mais Mm. si le gros truc, c'est que toi, on te pique à un endroit, on te dit tu bouges pas, je vais te faire une anesthésie Mm. locale et après je te mets un implant, tu bouges pas. Et le chien, il bouge. Donc, tu n'es jamais sur le point. Le point, c'est au millimètre près. Donc, Ouais. c'est obligatoirement une anesthésie générale de courte durée, hein, qui dure une demi-heure maximum. Les chiens, chez nous, c'est pas compliqué. Ils arrivent le matin. Quand ils viennent de très loin, les gens, ils viennent la veille et puis ils couchent à l'hôtel ou Mm. dans un gîte. Ils sont à 8 heures du matin à la clinique. À 9h30, le chien est déjà dans sa cage de réveil et à midi, il repart sur ses quatre pattes. Et déjà à midi, il marche mieux en partant que comme il est arrivé, alors qu'il vient d'être Ouais, c'est anesthésié. ça. Ouais, Anesthésie moi, j'ai obligatoire. vu, j'ai vu ça des chiens qui arrivaient, enfin, qui pouvaient pas marcher, qui pouvaient pas bouger, et Mmh. qui repartaient sur leurs quatre pattes Ouais. quasiment. Et effectivement, c'est extraordinaire. Mais ma question, c'est, ah, tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, mais peut-être que si. Qu'est-ce que l'or apporte justement euh, lorsque vous implantez et qui change tout en fait. Alors, Comment ça se passe? on le sait parce qu'on est allé vérifier malgré nous. C'est-à-dire que sur des chiens dysplasiques, donc la hanche, au lieu d'être comme ça, elle est comme Mhm. ça. Et donc, elle Oui. bouge comme ça. Et donc, une hanche qui est comme ça, forcément, au moindre choc, hop, elle se luxe.
Et on a des Ouais. chiens qu'on a implantés et qui ont eu des accidents. On a deux cas exactement. Le chien, il est passé du coffre dans le pare-brise. Hein. Il a traversé le pare-brise. Donc un choc énorme et donc les deux hanches, hop, elles sont parties en avant. Les deux hanches ont fait ça sur le chien. Et c'est sur la luxation de chien, on opère, on sait très bien opérer une luxation de chien. On va chercher la tête du fémur, on scie la tête, on remet tout dans la capsule. Et ben la capsule articulaire d'un chien qui n'a pas eu d'implant d'or, elle mesure 1 mm. Donc la capsule, c'est ce qui tient toute l'articulation de la hanche, qui fait un globe Mhm. autour de l'articulation. La capsule d'un chien normal, elle fait 1 mm d'épaisseur. Donc on coupe la capsule très facilement. La capsule d'un chien implanté, et c'est des chiens qui avaient été implantés 2 ans avant, elle fait presque 1 cm d'épaisseur. Donc on a compris, on savait que l'or, il stimulait la fabrication du collagène. Et ce fameux collagène, c'est ce qui fabrique tous les cartilages, les capsules articulaires, les tendons, etc. Donc on a compris, on le savait, mais on l'a observé en opérant des chiens qui ont été implantés. Et malgré l'implantation, la hanche, elle s'est luxée parce que tu as beau avoir une capsule bien plus costaud, quelquefois le choc est tellement violent que la hanche Oui. fiche le camp. Et donc, euh, en fait, ça stimule les collagènes, ça a un effet anti-inflammatoire, ça c'est clair, ça a un effet Mhm. antalgique, donc l'animal est beaucoup moins douloureux, et ça a un effet stimulant de toute la synthèse du collagène. Et donc, si tu as D'accord. donc ça veut dire que d'ailleurs ces chiens qu'on implante, ils repartent toujours avec des stimulants du collagène. Et du coup, on renforce les capsules articulaires et le chien, il a son articulation. Tu prends une radio, tu as une hanche comme ça, au lieu d'être comme ça, tu as une hanche comme ça. Lorsque le chien a 1 an, il est Mhm. dysplasique, il sera grabataire dans 1 an, tu fais des implants d'or, tu prends une radio 5 ou 8 ans plus tard, ça nous est déjà arrivé, ben, la hanche est toujours comme ça, sauf que la tête, elle fait pas ça, elle fait comme ça. Parce que la capsule D'accord. articulaire autour est bien plus costaud. En fait, c'est Ok. simple, c'est très simple. La méthode Mhm. est simple, la technique est simple, les résultats sont spectaculaires. Je comprends pas pourquoi ça se diffuse pas plus. Ouais, les résultats sont vraiment spectaculaires. C'est pour ça que effectivement, je voulais aborder ça avec toi et faire connaître Ouais, oui, cette technique oui, vétérinaire qui, au-delà du fait que ça a simplifié la vie à l'humain, au propriétaire, mais c'est surtout au chien parce que ça évite quand bien même une sûr. grosse chirurgie qui Mais marche pas, peut-être pas à chaque fois, oui, mais je me suis intéressée à ça effectivement, et pour nous aussi naturaux, si on a des consultants avec ces pathologies-là qui sont passés bien sûr d'abord par des vétérinaires qui ne connaissent peut-être pas la méthode, bah, à nous de les informer, de dire que ouais, ça existe et qui se renseignent, ou en tout cas, si on a ouais. l'adresse d'un vétérinaire formé, pouvoir les orienter vers ces vétérinaires-là. Je sais que Oui, vous n'êtes pas vraiment pas beaucoup nombreux. Je sais, oui, à on n'est pas Lyon, nombreux. Ouais. ouais, à Lyon, il y a une vétérinaire qui le fait, elle est aussi ostéopathe et fait de l'acupuncture. Oui, C'est chez elle que que j'ai entendu la première fois parler de ça oui. et que j'ai fait mes recherches. Donc aujourd'hui, pour quel type de pathologie on peut venir euh, implanter faire les implants d'or? Oui. Alors, comme tu le disais très justement, en général, ceux qui font les implants d'or, c'est des ostéopathes et des acupuncteurs qui Oui. ont compris le principe de l'acupuncture et qui ne sont pas hostiles à ça. Alors, les chirurgiens de la région qui entendent beaucoup parler de ça, parce que les gens ils disent ah ben on va aller chez May faire des implants. Mm, Alors, les chirurgiens, au début, ils se foutaient de nous, ils nous disaient c'est des charlatans, c'est des rigolos, etc. C'est pour vous piquer du fric. En fait, ça coûte 4 ou 5 fois moins cher qu'une chirurgie. Et mm, ces chirurgiens, maintenant, ils mettent des implants d'or pendant leur chirurgie. C'est-à-dire que s'ils font une prothèse de hanche ou s'ils font une opération compliquée du genou avec cette fameuse TPLO là, qui est compliquée parce qu'il faut couper le tibia, etc., ils mettent des implants d'or, mais autour de l'articulation. Le principe, c'est pas du tout ça. C'est sûr mm, qu'autour de cette articulation, mais ils en mettent 10 autour d'une articulation, alors que nous, sur un chien, on en met 20 en tout. Donc, mm, et avec 20 implants, on traite pratiquement toutes les articulations. On prévient toutes les articulations. Alors, en préventif, l'indication, c'est tout ce qui est dysplasie. Dysplasie des coudes, dysplasie des hanches, problème de dysplasie vertébrale, etc. C'est-à-dire dysplasie, ça veut dire qu'il y a une mauvaise coaptation des articulations, qu'il y a une mm. malformation congénitale.
Et ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est tous les chiens arthrosiques. Alors, on a des chiens, là, j'ai soigné une Doberman il n'y a pas très longtemps, à 5 ans. Elle était perclue d'arthrose, elle ne pouvait plus bouger. Elle avait des radios d'un chien de 20 ans. Et on lui a mis des implants d'or, ça lui a permis de vivre tout à fait normalement. Et là, je l'ai revu récemment. On a refait une deuxième série d'implants d'or. On a en tout, sur 700 chiens, sur 4 chiens, on a refait des implants dans les 10 ans. Et là, je lui ai refait des implants et je suis sûr qu'elle va repartir. Et sur des pathologies graves, par exemple des wobblers, c'est des pathologies d'une instabilité cervicale, personne ne veut opérer ces chiens-là parce que c'est trop casse-gueule et les implants marchent très très bien. Donc, les indications, c'est surtout ostéo-articulaire. Les autres indications, alors on est en train d'essayer, mais pour le moment, on n'a pas publié parce qu'on n'a pas assez de recul. On essaye sur les incontinences urinaires, on essaye sur l'épilepsie. Parce qu'il y a des points d'acupuncture contre l'épilepsie qui fonctionnent bien. Et donc, notre démarche intellectuelle, c'était de dire, si on met des implants d'or, c'est comme si le chien avait une aiguille en or permanente. Puisque l'implant, il reste bien sûr sous la peau, dans le conjonctif, près des articulations. Mais par exemple, un implant d'acupuncture qu'on met sur le sommet du crâne, il est juste sous la peau, hein, il est entre la peau et l'os. Et on essaye. Donc, on fait des essais parce qu'on est alors, quand on fait ça, on dit aux gens, on vous prend prix coûtant, le prix de l'intervention, on vous prend le prix de l'or et le prix de l'anesthésie, puis basta. On fait des essais, en accord avec les gens, bien sûr, et on commence à avoir des résultats intéressants sur d'autres pathologies. Mais globalement, la grosse indication, c'est ostéo-articulaire. D'accord, très bien. Bah, merci pour ces explications parce que je pense vraiment que ça a le mérite d'être connu Ah, et qu'on peut-être diffuse connu. vraiment C'est ça, l'information c'est ça. euh, pour le bien-être des animaux surtout Ouais, et pour augmenter leur espérance de vie, éviter ouais, des souffrances et souvent l'euthanasie parce que malheureusement ça arrive quand même assez régulièrement. ouais. Alors, avant d'arriver à la fin, parce qu'on arrive tout doucement, parce que le temps passe, je voulais parler juste 2 petites secondes de la sortie de ton deuxième guide. En fait, Ouais, je ne connais pas le titre. Tu vas peut-être me le dire. Tu vas peut-être me donner ouais, quelques petites informations. Alors, tu vas sortir une deuxième édition oui, du guide oui, que tu oui, as sorti. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2, 3 petites choses dessus ou est-ce qu'on bien garde sûr. le secret? Ah non, non, c'est pas secret du tout. Alors, la date de sortie exacte, comme d'habitude, on la sait pas. Ça dépend de la rapidité de la conception, de la correction, et pardon, pas de la conception, de la correction, et puis du maquettiste, hein, parce que le bouquin est terminé, il est actuellement en correction. Et donc, c'est le même titre, hein, c'est Guide pratique de phytothérapie et de phytoaromathérapie animale. Et c'est une deuxième édition que m'a demandé l'éditeur. Donc, elle va sortir pile 10 ans après la première édition et très augmentée. Parce que donc là, j'ai augmenté quelques plantes en plus, hein, des plantes vraiment que j'utilise tous les jours. Donc, c'est toujours pareil, c'est un guide très pratique et qui a été fait, comment dire, c'est ma pratique que j'ai mis dans ce bouquin et tout ce que j'ai testé et ce qu'on continue à tester à la clinique, évidemment, parce que l'équipe qui prend la suite est très branché ostéopathie, acupuncture, phytothérapie, etc. Et là, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé des plantes, des huiles essentielles, mais on a rajouté un gros chapitre sur la mycothérapie, la thérapie par les champignons, sachant que sur Terre, il doit y avoir plusieurs millions, on parle de même plusieurs dizaines de millions d'espèces de champignons différents. Une grosse partie sur l'algothérapie, parce qu'il y a des algues comme par exemple Padina pavonica, qui est une algue Ouais. euh, exceptionnelle pour justement la suite des problèmes d'arthrose. D'ailleurs, un chien qui sort de chez nous après des implants, il a forcément Padina pavonica et du silicium organique. Alors c'est pareil, du bon silicium. Donc on va chercher chez les labos que tu connais aussi, toi. Il y a une grosse partie sur les bourgeons qui est bien plus importante que la première fois. Et donc les algues, les champignons, les bourgeons, quelques précisions sur des thérapeutiques alternatives, enfin intégratives, comme par exemple le silicium organique, l'argent colloïdal, j'ai beaucoup parlé de l'argent colloïdal, et puis des produits de la ruche, qu'on a beaucoup développé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans, on a testé beaucoup plus de choses et donc j'ai mis ça dans le bouquin
Et je dis aussi avec le plus d'honnêteté possible ce qui marche et ce qui marche pas. De pas aller Mhm. dépenser de l'argent sur certains trucs qui marchent pas ou qui sont, enfin, je peux pas dire qu'ils marchent pas parce que tout marche plus ou moins, mais qui sont pas fiables et qui sont pas, Mhm. comment dire, soutenus par des études, soit des études costauds, soit par des essais, comment dire, par un usage. Euh, Par exemple, quand tu vois une plante, la première chose, le premier chapitre de la plante, c'est usage traditionnel. Et c'est très important, ça. Parce que Mhm. l'usage traditionnel, il peut se tromper, mais c'est très important de savoir d'où ça vient, pourquoi telle plante a été utilisée. En plante, euh, En plante à fleurs, je crois, je ne sais plus combien de millions d'espèces il y a, mais en fait, en termes de milliers d'espèces médicinales, il y en a plusieurs centaines de milliers, mais de vraiment, comment dire, codifiées, etc., il n'y en a que quelques centaines. Donc, Mhm. on divise par facilement 10 ou 100. Et voilà, donc on parle des choses, j'avais noté, oui, alors par contre, je parle moins des huiles essentielles parce que je les utilise moins, parce que maintenant ma clientèle est beaucoup plus orientée sur les carnivores et les nouveaux animaux de compagnie. Et très honnêtement, autant sur les vaches et sur les chevaux, je les utilisais beaucoup Mhm. et encore beaucoup, sauf les vaches laitières avec les résidus dans le lait où il fallait faire attention. Mais sur les chiens et sur les chats, franchement, c'est casse-gueule, hein. Mhm. Et j'ai eu plusieurs fois des soucis. Donc, les huiles essentielles, je les utilise beaucoup en externe, beaucoup en diffusion. En interne, par voie buccale en capsule, je l'utilise très, très rarement parce qu'on a très souvent des problèmes. Et les hydrolats que j'utilise pas non plus, alors que c'est génial, les hydrolats, le problème, c'est que Mhm. ça servent très mal. Oui. Euh, voilà, donc je parle moins des hydrolats, moins des huiles essentielles et beaucoup plus d'autres choses. Et puis il y a un énorme chapitre, enfin un énorme chapitre, un gros chapitre sur le cancer et sur le traitement du cancer, où alors vraiment, vraiment, on a de quoi faire sur les cancers. Et D'accord. comme on n'est pas tenu à suivre un protocole comme en médecine humaine ils le sont, c'est-à-dire qu'un cancérologue qui ne suit pas le protocole, il se retrouve en prison chez nous, Oui. ou alors Mhm. avec un gros procès sur le dos. Alors que nous, c'est les gens qui nous disent, mais on ne peut pas suivre le protocole, on ne peut pas financièrement déjà, ou on ne Mhm. veut pas, parce qu'on voit que le chien ne va pas bien du tout. Je ne dis pas que les protocoles de chimiothérapie ne marchent pas, je dis qu'ils se discutent et qu'en Mhm. fonction de l'âge du chien et de l'état d'avancement du cancer, est-ce que ça vaut le coup d'aller aggraver le chien avec de la chimiothérapie? Alors sur certains chiens, ça marche très bien, et on fait de la cancérologie, de l'oncologie intégrative, comme le font certains oncologues en France. Il y a de plus en Mhm. plus d'oncologues qui se rendent compte qu'on peut accompagner la chimiothérapie ou la radiothérapie avec les plantes, avec la micronutrition, etc. Et je parle aussi dans ce guide de micronutrition, ce qui n'est pas du tout l'objet du bouquin, mais on est obligé d'en parler, puisque la C'est micronutrition, génial. le microbiote, Mhm. ben, on est bien obligé d'en parler parce que c'est Ouais. un tout. Ne faire que de la phytothérapie, pour moi, c'est impossible. C'est un tout. Mhm. Voilà, donc Effectivement. c'est un guide beaucoup plus gros. D'ailleurs, l'éditeur se demande s'il y aura assez de pages pour contenir tout ce que j'ai mis. Donc, ça va être écrit en bien plus. Il m'a dit ça avant-hier. Il m'a dit ça va être écrit plus petit. Et on Bon, mais mettra en tout moins cas, de on sera photos, très peut-être. content de Oui, en cette fait, sortie. sans prétention, c'est notre expérience de ces 10 dernières années qui fait l'augmentation du bouquin. Mhm. Eh ben, c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir partagé ton expérience, de nous avoir accordé ton temps. Ben, c'est bien J'espère qu'on va se volontiers. revoir bientôt Oui, bah, pour parler bah, de la deuxième édition. Je le souhaite en oui, tout cas. Et oui. je dis merci à tous ceux qui auront regardé cette interview. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.